Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La CBLT et l'enjeu sécuritaire, le sommet extraordinaire de l'institution à Abuja au Nigeria appelle à une plus forte synergie contre Boko Haram. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, représentait le chef de l'État, Paul Biya, à ses travaux. Nous faisons le point dans un instant. L'économie nationale et l'enjeu des transactions de change des devises. Le dossier de la rédaction évalue l'applicabilité de la nouvelle réglementation de la BEAC par les opérateurs économiques. Regard croisé dans ce 20h30. Les commerçants et l'enjeu persistant des pièces de monnaie disparues et évaporées, introuvables. Les pièces grises donnent du fil à retordre aux vendeurs et aux clients. Où sont donc passées ces pièces de monnaie? Enquête à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Les 8 pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad s'engagent à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Une synergie réaffirmée ce mardi au sommet extraordinaire de la CBLT à Abuja au Nigeria. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, était représenté à ses travaux par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les résolutions du sommet, Séverin Alégambélé. L'ombre du défunt président Idriss Déby Itno du Tchad a plané sur le sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad à Abuja. Des différentes prises de parole, au communiqué final, on a bien le sentiment que les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT ont pris l'exacte mesure des faits ayant conduit à la disparition tragique du maréchal du Tchad. Une disparition lourde de conséquences sur la stabilité et la sécurité des États. Les différents intervenants ont salué la mémoire du maréchal Idriss Déby Itno pour son engagement à combattre les groupes armés. Et parce que la menace terroriste est réelle, unanimement, ils se sont engagés à accompagner le Tchad dans la période de transition politique amorcée, en mettant en avant ici le dialogue et la réconciliation nationale. Dans le fond et la forme, le contenu du communiqué final du sommet extraordinaire ressort une série d'engagements. On a pris par exemple acte de la mise en place par le Conseil militaire de transition d'un gouvernement civil inclusif dirigé par un premier ministre, chef du gouvernement, issu de l'opposition au Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad, les représentants des organisations régionales et sous-régionales s'engagent à renforcer le soutien à la force multinationale mixte pour lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions. Le président en exercice de la CBLT, Mohamedou Bouhari, et ses pairs veillent au grain. La situation géographique du Tchad, les crises multiformes que connaît la sous-région, commande un effort de solidarité dans la conduite des opérations de défense. Et juste après le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ce sommet extraordinaire ce mardi convoqué par le président nigérian Mohamedou Bouhari pour la CBLT vient poser de nouveaux jalons sur ce front commun contre le terrorisme, front déjà structuré autour de la force multinationale mixte. Une coordination des efforts nécessaires dans ce combat contre Boko Haram et qui vient confirmer la position du chef de l'État camerounais à menace globale, riposte globale. Éric Benjamin Lamère. À menace globale, riposte globale, cette cinglante formule du président Biya, prononcée il y a quelques années, reste plus que jamais pertinente. La menace terroriste par sa nature protéiforme et ses modes opératoires qui se moquent allègrement des frontières posent plus que jamais l'impératif d'une synergie d'action pour venir à bout de cette hydre. Les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad l'ont rapidement compris en faisant monter en puissance la force multinationale mixte. Composée des armées du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Bénin, cette force a fait mieux que contenir les assauts de Boko Haram en repoussant le groupe terroriste dans ses derniers retranchements.
Mais avec les mutations constantes des modes opératoires de la nébuleuse, une actualisation des procédures et une meilleure coordination entre les différentes armées engagées dans cette guerre sont absolument indispensables. La nouvelle donne sociopolitique au Tchad, l'une des têtes de proue de cette lutte, impose une concertation de haut niveau, à la fois pour consolider les acquis et jeter les bases d'un assaut final qui débarrasserait définitivement les pays du bassin du lac Tchad de ce véritable cancer. Également évoqué au cours de ce sommet extraordinaire de la CBLT à Abuja, les menaces environnementales face à ce lac Tchad qui se meurt. L'étendue d'eau, on le sait, a perdu près de 90% de sa superficie au long de ces 60 dernières années. La situation préoccupe les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Ils ont depuis ce temps élaboré différents projets de développement, des projets qui vont de l'apport de l'eau du fleuve Ubangui jusqu'au recasement des populations riveraines. Une lente et longue agonie que raconte ici Augustin Guizana. Les chiffres donnent une sueur froide dans le dos du bassin du lac Tchad. L'étendue d'eau a perdu plus de 20 000 km² de sa superficie. Aujourd'hui, il ne lui reste que moins de 2500 km². L'exploitation de la ressource autour et dans le lac Tchad, mais aussi en fonction de la diminution du type d'écoulement des eaux, compte tenu du fait que nous sommes dans un bassin avec des variations qui se lisent à travers tous les fleuves qui alimentent le lac Tchad. Il faut sauver maintenant le lac Tchad. Certains avaient pensé qu'on pourrait peut-être passer par un apport d'eau important à travers le circuit d'écoulement des eaux, notamment le transfert de l'eau de l'Ubangui vers le lac Tchad. Mais la réalisation de ce projet se heurte à plusieurs difficultés. Vous voyez que c'est soit une opportunité pour venir prélever les ressources et financer les activités des terroristes, ou alors parfois c'est un support de refuge en quelque sorte pour certains combattants djihadistes qui pourraient peut-être trouver autour du lac Tchad des positions qui leur permettent peut-être de mieux préparer des attaques qui pourraient peut-être faire un petit peu mal aux pays concernés. Le lac Tchad se meurt. Il traverse une période de disette. Il mérite d'être sauvé. Autre chose à présent dans le journal pour parler de ce nouveau bras de fer entre la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et les opérateurs économiques de la zone. Depuis le 1er mars 2019, date d'entrée en vigueur du règlement de décembre 2018 portant réglementation d'échange en zone CEMAC, les relations sont plutôt tendues entre les deux parties. Occasion ce soir pour la rédaction de clarifier les enjeux de cette guéguerre autour de la réglementation d'échange en zone CEMAC. Point d'achoppement et position des acteurs avec Rodrigue Bertrand-Thienou. Autour de la nouvelle réglementation d'échange dans la CEMAC, la Banque centrale et les opérateurs économiques ont 6 points d'achoppement. En tête, l'obligation de domiciliation des importations et exportations de biens et services lorsque le montant de la transaction est supérieur à 5 millions de francs CFA. Cette disposition est considérée comme une lourdeur administrative qui empêcherait ces sociétés de régler rapidement leurs fournisseurs. Obligation de rapatriement des fonds d'exportation des biens et services. Cette obligation entraverait l'accès à des financements des entreprises pétrolières et minières auprès des banques internationales et limiterait l'accès immédiat aux devises pour le règlement des fournisseurs dans les délais requis. Limitation de la durée de détention des comptes en devises à 2 ans renouvelables. Les contrats de financement des activités pétrolières et minières s'étalent généralement sur des périodes longues. Cette contrainte peut constituer un frein au financement de leurs activités. Enfin, l'interdiction de règlement en devises entre entreprises résidentes. Les entreprises souhaitent maintenir ce mécanisme de règlement pour garantir une assistance technique plus rapide. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier sur la nouvelle réglementation d'échange en zone CEMAC, il faut préciser qu'elle est intervenue dans un contexte de tension des réserves à la BEAC. C'était en 2018. Ces réserves représentaient à peine 3 mois d'importation des biens et services. Il s'agissait donc pour la Banque centrale d'inverser cette tendance lourde et de consolider les réserves de change dans la sous-région. La position technique de la BEAC expliquée ici par Lucrèce Mbenga.
La preuve par les chiffres. En 2018, les devises rétrocédées à la Banque centrale, issues des exportations de la CEMAC, étaient de l'ordre de 3 277 milliards de francs CFA. En 2020, ces rétrocessions passent à 7 914 milliards de francs CFA. Et pour la Banque centrale, ce sont là les premiers fruits palpables de la nouvelle réglementation de change qui vise à consolider les réserves de la sous-région. Des réserves de change qui ont connu des tensions en 2017-2018, période au cours de laquelle elles représentaient à peine 2 à 3 mois d'importation de biens et services. Avec la nouvelle réglementation, c'est le cadre macroéconomique de la sous-région qui se renforce et le spectre de la dévaluation du franc CFA qui s'éloigne. Autre objectif de cette réglementation, la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme dont les affres impactent les pays tels que le Cameroun. C'est d'ailleurs en droit fil de l'instruction du gouverneur de la BEAC de juin 2019 relative aux conditions de change et modalités d'exercice de l'activité de change manuelle que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a signé un communiqué vendredi dernier appelant les opérateurs de change clandestins à se conformer à la nouvelle réglementation, sachant que le change clandestin annihile aussi les efforts de traçabilité des transactions et ouvre la voie au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Avis donc aux opérateurs économiques qui grincent des dents. Et c'est dans ce contexte que survenait cette autre pomme de discorde en zone CEMAC, l'indisponibilité de plus en plus insoutenable des pièces de monnaie dans le circuit économique. Le souci est particulièrement stressant pour ce qui concerne les pièces grises, celles de 100 et de 50 francs, une situation qui oblige vendeurs et acheteurs à des compromis complexes, parfois source de tensions. Les constats dans les commerces à Yaoundé. Marie-Laurence Senke. Ce mardi matin, marché d'un collecton à Yaoundé, il est 10 heures. Albertine est déjà sur les nerfs. La vendeuse de fruits, sa collègue Marie-Juliette et les autres Amazones qui investissent chaque jour ce lieu de grande consommation ont un problème en commun. Les pièces de monnaie se font de plus en plus rares, spécifiquement celles de 100 et 50 francs CFA. Tous les commerçants crient au manque à gagner. Nous avons de sérieux problèmes ici par rapport à l'histoire des monnaies. Chaque jour, je perds des clients parce que les clients ne sont pas compréhensifs. La situation a obligé Marie-Juliette à changer son commerce pour besoin de survie. Quand un client arrive, il veut les œufs de 400, je suis incapable de rembourser 100 francs. Donc maintenant, je ne vends plus les œufs à cause des pièces. Les commerçants ne sont pas les seuls à le subir. Les clients en pâtissent également. La substitution s'impose. Ce problème de monnaie nous cause beaucoup de préjudices dans nos prévisions quotidiennes. Soit vous prenez une marchandise non prévue, soit parfois vous laissez même la monnaie carrément. Pourtant, à l'effet d'adresser la situation, la Banque des États de l'Afrique centrale a injecté plus de 800 millions de francs CFA en coupure des pièces de monnaie de 25, 50, 100 et 500 francs CFA. La Banque centrale est intervenue de la même manière en 2020. La situation renaît en 2021, telle une hydre. Les causes sont d'ordre 3. Il y a une certaine inadéquation entre nos valeurs faciales de nos pièces et les prix sur le marché. Les populations de ces marques ont du mal à accepter les signes monétaires qui sont d'autant plus condamnés par le code pénal. Et la troisième cause également qu'il faut aussi souligner, c'est la cause d'ordre systémique. Lorsque les pièces de monnaie ou les billets de banque sont fabriqués, ils sont mis en circulation pour un objectif. D'autres solutions émergent en vue d'améliorer la circulation des signes monétaires demandés. Il faudrait étudier la matière avec laquelle il faudra fabriquer désormais nos pièces de monnaie. Les espoirs des agents de la microéconomie sont tournés vers la BEAC. Et en attendant, on dit beaucoup de courage à tous les acteurs économiques. Économie encore, pour parler de ce soutien significatif apporté par la Banque africaine de développement au plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La banque encourage les milieux d'affaires à investir dans la reprise de l'activité économique dans ces deux régions du Cameroun. Déclaration du nouveau directeur général pour l'Afrique de la BAD. Il s'appelle Serge Nguessan et il était reçu en audience ce mercredi par le Premier ministre, chef du gouvernement. La synthèse de ces échanges à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono.
Le désormais directeur général pour l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement va gérer au Cameroun un portefeuille de 1480 milliards de francs CFA, dont 40% sont alloués aux infrastructures. Déjà sont projetées des initiatives en faveur des jeunes qu'il a présentées au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngoteh. Nous avons l'intention de créer la banque d'investissement des entrepreneurs jeunes au Cameroun. Et c'est un projet innovant que nous voulons accélérer pour permettre à ces jeunes Camerounais ambitieux mais talentueux de pouvoir contribuer au développement de ce pays et surtout à mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Le diplomate de la BAD nourrit par ailleurs de grandes ambitions pour le secteur privé qu'il encourage à soutenir la reprise de l'activité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Priorité sera donnée à l'industrialisation et aux infrastructures. La Banque africaine de développement sera aux côtés du Cameroun, surtout pour renforcer l'implication du secteur privé dans cette industrialisation. La mission du nouveau directeur général de la BAD, stimulation et mobilisation des ressources dans les pays relevant de sa zone de compétence. Les projets intégrateurs sélectionnés pour le développement communautaire en zone CEMAC sont toujours en cours de préparation. Le comité technique de suivi de la mobilisation des ressources tenait ainsi sa 3e session ce mardi à Douala. Principale préoccupation, garder le cap fixé par les chefs d'État et veiller à la suite des réformes dans le cadre du PREF CEMAC. À Douala, les détails avec Edouard Penda. Le comité technique de suivi a été mis en place au terme de la table ronde tenue à Paris en novembre 2020. La 3e session, cette année, se tient à Douala en présence des représentants de plusieurs pays de la sous-région, des partenaires financiers et des invités en présentiel et par vidéoconférence. Nous sommes aujourd'hui capables de dire quels sont les types de financement. Cela nous permet de savoir si le projet avait des financements concessionnels, non concessionnels, si c'est le blinded, si ce sont les prêts mixtes. Sur les 12 projets prioritaires, 2 sont en phase de démarrage. Il s'agit du projet d'interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad et du projet de construction de l'université inter-État Congo-Cameroun à Sangmelima. L'Institut africain d'informatique accompagne la volonté des chefs d'État pour moderniser les projets. La rencontre de Douala démontre la volonté du comité technique de suivi de la mobilisation des ressources de participer à l'édification d'une CEMAC intégrée, prospère et émergente dans un esprit communautaire. Nous restons à Douala et nous parlons toujours économie avec ce rideau qui est retombé ce mardi sur le programme, le Forum économique de Douala, la fin de 3 jours de réflexion sur la modernisation de la capitale économique du Cameroun, des orientations données par le président du comité scientifique, le professeur Désiré Avom, des exposés des experts économiques et politiques. On va retenir essentiellement qu'il est urgent de passer de la ville actuelle de Douala à une cité pensée et orientée vers le futur. Alvin Baonganzié à Douala. 3 jours d'intenses réflexions et de partage d'idées pour rendre la capitale économique moderne de façon durable. Pour y parvenir, le Forum économique de Douala propose quelques résolutions. C'est de ne plus avoir une ville étalée comme un tapis, mais d'aller en hauteur. Et c'est ça que nous voulons avoir dans nos villes. La mobilité urbaine, on doit en tenir compte. Le maire de la ville, pour sa part, entend pérenniser ce forum économique et appelle à plus de mobilisation. La première édition du forum a atteint ses objectifs. Et nous partons d'ici avec la ferme résolution de faire qu'il y ait d'autres éditions qui suivent. Le coordonnateur général de cet événement inédit s'est dit satisfait de la concrétisation de ce concept. Nous appelons les acteurs de tous ordres à apporter leur contribution et à se placer dans la mouvance participative du développement local. La prochaine thématique de ce forum sera donnée pendant le Salon de l'action gouvernementale en juillet 2021.
C'était plutôt Marcel et Kassibile à Douala. Parlons à présent du lancement ce mardi ici à Yaoundé du rapport 2021 sur l'état de la population mondiale. À la manœuvre, le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey qui dévoile ce document intitulé « Mon corps m'appartient » a revendiqué le droit à l'autonomie et à l'autodétermination. Le document est élaboré par le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Après sa présentation, le gouvernement devra maintenant s'approprier ces indicateurs qui font la part belle cette année à la santé de la reproduction et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Franck Evina. Le Fonds des Nations Unies pour la population rêve grand à l'horizon 2030. Mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale et enfin mettre fin aux violences basées sur le genre. Nous avons la santé maternelle et la planification familiale. Nous supportons également le ministère de la Jeunesse, notamment pour faire l'éducation des jeunes. Plus de 6 milliards 500 millions de francs CFA alloués au Cameroun par le Fonds des Nations Unies pour la population en 2021. Le combat doit se poursuivre. Il persiste encore des mortalités maternelles élevées, infantiles élevées, des grossesses non désirées et la faible appropriation des droits qui permettent à la femme de prendre charge d'elle-même. Le chemin est encore long. Selon le rapport 2021 sur l'état de la population mondiale, près d'une femme sur deux n'a pas le pouvoir de décider de son corps. Too bad, dirait-on en anglais. La campagne de chirurgie de pose d'implants aux enfants déficients auditifs s'achevait ce mardi à l'hôpital général de Yaoundé. 3 interventions chirurgicales expérimentées pour restaurer la fonction auditive de 3 enfants âgés de moins de 7 ans. Nous allons retrouver notre reporter Irène Njanafuda en immersion au bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé. Regardez. Des implants pour guérir de la surdité. Une équipe médicale se sert de ces implants au bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé en vue de restaurer la fonction auditive chez 3 enfants de moins de 7 ans nés sourds-muets. L'objectif de cette chirurgie, c'est la mise en place au niveau de l'oreille interne et plus particulièrement au niveau de la cochlée d'un matériel qu'on appelle l'implant cochléaire. Après sa mise en marche au bout d'1 mois par rapport à l'intervention et après plusieurs réglages et après une rééducation orthophonique pour que l'enfant reprenne toutes ses fonctions d'audition et de communication. Un exercice pratique permettant aux spécialistes en ORL présents de bien assimiler la leçon. Le professeur Hadji nous transmet au quotidien cette science-là pour être capable dans quelques années d'être tout seul prêt à implanter nos jeunes patients. Des interventions chirurgicales qui pourront donc, un jour ou l'autre, amener ces bambes à sortir un mot de leur bouche et à entendre ce qui sort de la bouche des autres. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Santé et pandémie du Covid-19, nous faisons ce soir le point de la campagne de vaccination en cours en quelques chiffres. Plus de 46 000 personnels de santé sont déjà vaccinés, personnes tout court, dont 13 000 personnels de santé. Cependant, un embarras demeure quant au choix même de ces vaccins. Voici les éclairages d'Évariste Yanga en entretien avec son invité. Ils sont au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Bonsoir, les chiffres de la vaccination sont allés de manière galopante, un peu plus rapidement que les chiffres de la contamination en un peu plus d'1 mois.
plus de 46 000 personnes déjà vaccinées. Prenons les détails avec l'expert auprès du programme élargi de vaccination, Adalbert Tchétchia. Bonsoir Adalbert. Bonsoir et merci. Donc comme vous l'avez si bien dit, depuis le 12 avril où nous avons débuté avec la vaccination au Cameroun, vous savez que nous offrons le vaccin AstraZeneca mais aussi le vaccin Sinopharm. Donc pour ces deux vaccins confondus, nous sommes à près de 46 000 et nous approchons même presque déjà les 50 000 personnes vaccinées pour ce qui est de la première dose de vaccin. Et à la deuxième dose, nous sommes à 2500 personnes et un peu plus de personnes vaccinées. Peut-on avoir une idée d'une répartition par région? Alors, quand on prend les régions qui tirent le peloton par le haut, il s'agit notamment des régions du centre, la région de l'extrême nord et du nord, qui totalise dans un grand nombre de personnes vaccinées comparativement aux autres régions du pays. Merci à vous, Adalbert. On en a parlé au départ, on n'a pas eu cette impression, mais des personnes vont se faire vacciner, elles vont vers les points d'administration de ces vaccins et c'est peut-être un exemple à suivre pour chacun d'entre nous pour ensemble arriver à faire rompre la chaîne de contamination. Merci Évariste, merci à votre invité. Voici le deuxième épisode du feuilleton de la semaine qui décerne un carton rouge au non-respect du code de la route par les usagers. Ce mardi, plein feu sur ces stationnements abusifs et non autorisés qui créent d'énormes embouteillages dans nos villes. Un incivisme qui va galopant dans la cité capitale. En surbrillance, les taxis jaunes qui se jouent du code de la route et s'arrêtent partout sans crier gare à la simple demande de leurs clients. Notre reporter Aboubacar Abo a capté quelques clichés malheureux ici à Yaoundé. L'écart dans le secteur fait loi. Avec ces taxis jaunes, les agents de la circulation voient rouge. Le code de la route est resté sur le trottoir. Vous êtes là pour me sanctionner? Non, nous ne sommes pas là pour vous sanctionner. Je suis conscient de ce que je suis là, je suis très très mal placé. Donc, comme je sais que madame va bientôt sortir, on va rapidement partir. Au volant de ces allées et venues à l'opposé de la norme, chacun y va selon son intérêt. Il y a les structures, vous voyez telle que la boutique, il faut ravitailler. On est obligé à tout prix de nous arrêter par là. De temps en temps, on nous frappe, mais on est obligé aussi de vivre avec. Dans cette chasse aux clients, aucun interdit n'interpelle la conscience des conducteurs. Ça, c'est le désordre total. Nous avons les embouteillages que nous vivons déjà chaque jour. Pourtant, il existe des réglementations en la matière qui, visiblement, ne semblent pas freiner cet incivisme qui roule à grande vitesse. Nous, les usagers, que nous soyons conscients parce que le président ne partira pas du palais pour venir nous conscientiser ici. Et il faudrait aussi que les taximens s'entendent entre eux. Comme je suis mal placé là, s'il est interdit qu'on me prenne ici, même si je brandis un billet de 10 000, que le taximan ne s'arrête pas. Mais le vrai drame, c'est précisément toutes ces vies mises en danger pour le gain de quelques pièces. Constat à suivre demain dans nos prochaines éditions. Parlons de ce tête-à-tête ce mardi entre le maire de la commune de Yaoundé 3e et l'ambassadeur de France au Cameroun. Luc Ohona et son Excellence Christophe Guilou ont essentiellement évoqué les retombées du processus de décentralisation et la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Pierre Biinambarga. Le maire de la commune de Yaoundé 3 accueille l'ambassadeur de la République française au Cameroun, Luc Ohona et Christophe Guillot. Au cours de leur entretien de près d'une heure d'horloge, par la décentralisation à la base. Nous avons échangé longuement sur les enjeux de la décentralisation, ses avancées et puis les perspectives d'avenir. La France, elle aussi, est très engagée dans ce processus de décentralisation. La France apporte une solution confortable pour une décentralisation qui atteint les populations. J'ai tenu aussi à écouter les demandes et les perspectives de Monsieur le maire. Bien entendu, l'idée c'est de définir et de préciser les demandes et puis les offres aussi qu'on pourrait faire en France avec des communautés de taille similaire. La commune urbaine de Yaoundé 3 attend cueillir des fleurs fraîches pour le développement de sa collectivité et pour le bonheur de ses populations.
La fête de l'unité au Cameroun et ses autres télégrammes de félicitations adressés à son Excellence Paul Biya, président du Cameroun, celui-ci qui est signé de Emmanuel Macron, son Excellence le Président de la République française qui écrit « Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, je suis heureux de vous adresser en mon nom et au nom du peuple français mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des citoyens camerounais. Vous connaissiez l'importance que la France attache à ses liens avec votre pays et ma volonté de participer au renforcement de cette longue relation d'amitié et de confiance. La France est et restera aux côtés du continent africain pour l'accompagner dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19. Je me réjouis que le Cameroun ait pu recevoir livraison du vaccin dans le cadre du dispositif COVAX. La France s'est pleinement engagée pour la mise en œuvre de ce mécanisme. Elle s'est également mobilisée en faveur de l'initiative de suspension du service de la dette dont le Cameroun a bénéficié et qui vise à aider les pays qui en ont exprimé le besoin à faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. La France demeure solidaire avec ses partenaires africains pour qu'ensemble nous fassions face aux conséquences de cette crise inédite. Vous connaissez ma préoccupation à propos de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La France demeure convaincue que seule une résolution politique et inclusive permettra de sortir durablement de cette crise. Elle encourage les acteurs à mettre en œuvre les recommandations du grand dialogue national. Nous sommes mobilisés pour vous aider à en mettre en œuvre les conclusions et nous soutenons en ce sens les efforts déployés par votre gouvernement en vue d'approfondir la décentralisation au Cameroun. Enfin, je souhaite saluer le combat que vous menez au sein de la force multinationale mixte dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Je tiens à vous assurer de l'appui résolu de la France à votre pays pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération. C'est donc signé par son Excellence Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée en France. Cet autre télégramme signé par son Excellence Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui écrit « Monsieur le Président, veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion de la fête nationale de votre pays, la journée de la proclamation de l'État unitaire. Je suis sûr que les relations d'amitié traditionnelles entre la Russie et le Cameroun continueront à se développer au bénéfice de nos deux peuples en vue de renforcer la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Je vous souhaite, Monsieur le Président, une bonne santé et le succès, ainsi qu'à tous les citoyens camerounais, la paix et le bien-être. Et la suite de ces télégrammes, c'est avec celui-ci signé par Sa Majesté Philippe, le roi d'Espagne, qui écrit « Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Cameroun, je souhaite vous faire parvenir mes très cordiales félicitations ainsi que celles du gouvernement et du peuple espagnol. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, les vœux de bonheur personnel, de paix et de prospérité pour le peuple ami du Cameroun. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. » Cet autre télégramme est signé, lui, du roi des Belges, Sa Majesté Philippe, qui écrit à son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun à Yaoundé. La célébration de la fête nationale de la République camerounaise m'offre l'occasion d'adresser à votre Excellence mes félicitations auxquelles je joins mes souhaits de bien-être et de santé à son intention et à celle de tous ses compatriotes. L'espoir de vaincre la pandémie à laquelle nous avons tous été confrontés se dessine à l'horizon.
Et enfin, celui-ci qui s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, à l'occasion de la fête nationale. Je tiens à présenter à votre Excellence toutes mes félicitations et mes vœux les meilleurs pour le bien-être du peuple du Cameroun. La pandémie actuelle de Covid-19 constitue pour nous tous un défi sans précédent. Nous vous souhaitons ainsi qu'à votre gouvernement et à vos concitoyens force, courage et santé dans la poursuite des efforts pour vaincre le coronavirus. C'est signé de son Excellence Willem Alexander. Et voici la page des sports. Nous allons parler de ce plaidoyer de Yannick Noah vers le gouvernement camerounais pour mettre des terres à la disposition des projets de développement dans les domaines sportifs et culturels. L'artiste et ancien champion de France de tennis était reçu ce mardi au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières par le ministre Henri Eyébert. Ici, je vous propose d'écouter Yannick Noah au sortir de cette audience. Le tennis est un sport cher. Il y a comme aujourd'hui des structures, certaines qui peuvent être améliorées, d'autres mises en état. Et c'est de ces structures-là dont on a parlé, des structures qui sont des terrains de l'État. Donc voilà, on a proposé nos services pour pouvoir rendre le tennis accessible à nos enfants, nos jeunes. Je profite de la chance que j'ai d'être là depuis quelques mois maintenant. On arrive à un âge où on a envie de transmettre la transmission à travers les jeunes, à travers ce que je fais de mieux, ce que je connais de mieux, à savoir le tennis. Et pour ça, il faut des structures. C'est donc la raison pour laquelle je suis là. La mission d'inspection conjointe CAF-FIFA a foulé ce mardi matin l'aéroport de Bafoussam-Bamungum et ils étaient en compagnie du président du COCAN 2021, Narcisse Moelle-Kombi. Accueillis sur place par le président du comité du site de l'Ouest, le gouverneur Awa Fonka Augustine, cette équipe a immédiatement passé en revue les différentes infrastructures sportives sur le site de l'Ouest. Leur constat avec Wilfried Koto. Les inspecteurs CAF-FIFA ont été particulièrement regardants sur les pelouses lors de leur parcours des différentes infrastructures sportives du site de l'Ouest. La région a présenté une copie revue et corrigée aux examinateurs CAF-FIFA pour cette ultime épreuve des préparatifs de la CAN Total Cameroun 2021. Cette mission a pu constater durant sa randonnée évaluative que les exigences émises lors de leur précédente descente dans la région ont été satisfaites, notamment au stade Omnisport de Bafoussam où les exigences liées à la sécurité ont été réalisées, notamment la sectorisation des tribunes et l'installation des tourniquets pour filtrer les entrées. Au terrain d'entraînement de Bangou, ils se sont enquis de l'évolution des travaux. Au chapitre des recommandations, l'augmentation des équipements de maintenance liés aux tribunes et à la pelouse, la révision à la hausse du nombre d'infirmeries au stade Omnisport de Bafoussam à Kwekon. Au terme de cette séance de travail, les inspecteurs CAF-FIFA n'ont pas laissé échapper un traître mot sur ce qu'ils ont retenu, mais les expressions faciales et les exclamations ont laissé trahir un sentiment de satisfaction globale. Et après cette ronde des stades qui affiche plutôt fière allure, on vient de le voir, cette mission d'inspection sous la conduite de l'Égyptienne Inas Fani a maintenant procédé également à l'évaluation des infrastructures hôtelières et hospitalières. Bilan là aussi satisfaisant et les constats dressés à Bafoussam par Jean de Dieu Coignet. C'est par l'hôtel Zingana à Bafoussam, le département de la Messie, que la commission des infrastructures hôtelières de l'inspection CAF, sous la conduite de l'Égyptienne Inas Fani, a entamé son périple dans la région de l'Ouest. L'équipe se rendra également à Farida et Frères de Baganté dans le département d'Umbi, à Tajidor Gadeng à Bangou, le département des Hauts-Plateaux, et à la vallée de Bana, le département du Onkam. Les émissaires de la CAF se sont rassurés de la capacité des différents établissements hôteliers d'accueillir les délégations et les équipes lors de la CAN Total Cameroun 2021. Les membres de la commission ont échangé avec les responsables. Ils ont pris des notes ainsi que des photos. Aucun détail n'a été négligé, notamment le respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. La sécurité du site et bien d'autres ont été inspectés à la satisfaction des promoteurs. J'étais complètement embelli par leurs remarques positives.
Nous avons fait le tour du site, ils ont été très impressionnés. Ils nous ont rassurés que nous aurons 2 équipes. Comment ça nous donne un bon baume au cœur. Parmi les infrastructures hospitalières visitées par les membres de l'inspection de la CAF dans la région de l'Ouest, entre autres l'hôpital régional et l'hôpital de référence de Bafoussam. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement la fin du sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad à Abuja au Nigeria, qui conclut à l'appel à une synergie plus forte contre Boko Haram. Le Cameroun était représenté à ces travaux d'Abuja par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Sidouane Monkam et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement le magazine Boya, La paix à petits pas, avec Serge Atangana Bissot. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.